Juste avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Car si tu te demandais comment briser le cercle infernal du manque de protection dans ta navigation web qui est possiblement non sécurisée, ou globalement même le manque de protection de ta vie en ligne en général, qui devrait évidemment être une priorité, eh bien, tu as CyberGhost VPN. Et là, tu te demandes sûrement qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un logiciel qui permet d'avoir une navigation sécurisée sur Internet et donc d'éviter d'être piraté ou victime de sites malveillants, tout en te permettant de masquer ton adresse IP et chiffrer tes données afin de surfer anonymement depuis n'importe quel réseau Wi-Fi public, voire même pour accéder à tes contenus préférés disponibles sur des plateformes de streaming partout à travers le monde. Avec tout ça, CyberGhost VPN, c'est disponible sur 7 appareils simultanément et c'est aussi 38 millions d'utilisateurs et d'excellents avis sur Trustpilot. Puis, on n'oublie pas que le service client est disponible en français, absolument tout le temps. Tout ça avec 83% de réduction pour profiter d'un abonnement à 2 € par mois pendant 2 ans, avec 4 mois offerts. Et évidemment, avec une garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Alors clique sur le lien en description pour naviguer en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Plusieurs milliers, voire millions de personnes, chaque jour, ressentent, d'une façon ou d'une autre, le désir de ne pas exister. Il s'agit là d'un désir silencieux qui se distingue d'une intention de mettre fin à ses jours ou de ne simplement jamais avoir existé. C'est plutôt le fantasme de simplement disparaître comme par magie et de préférence d'une façon qui n'implique pas de violence, tristesse ou de mort. Oui, tu l'as compris. Aujourd'hui, on part explorer avec curiosité et sans forcément tomber dans le désespoir, ce que les psychologues désignent comme une forme d'idéation de mettre fin à ses jours, mais passivement, c'est-à-dire une envie diffuse de non-existence qui peut surgir à certains moments de nos vies et qui, contrairement à un état de vide absolu ou de dépression clinique, peut très bien coexister avec une forte volonté de vivre, ce qui va créer ainsi un conflit intérieur douloureux, qu'on va explorer à travers cette ampoule qu'on allumera au fur et à mesure de notre périple. Bon, et maintenant il faut garder en tête que, loin d'être une anomalie moderne, le souhait de non-existence résonne à travers l'histoire et la philosophie. Déjà il y a plus de 2400 ans, le cœur de Sophocle dans Oedipe à Colonne déclarait que « Mieux vaut 100 fois n'être pas né, même s'il nous faut voir le jour, le moindre mal est de s'en retourner là d'où l'on vient ». En d'autres termes, on peut déjà retrouver chez les Grecs anciens la considération que ne jamais exister était l'idéal et que si l'on devait vivre, retourner rapidement au néant était la seconde meilleure option. Ce pessimisme radical reflétait l'idée que la vie entraîne inévitablement des souffrances implacables. Ce que d'un point de vue d'homme moderne, on peut comprendre facilement en se mettant à la place des Grecs anciens et en se disant qu'effectivement, si on avait vécu dans un monde sans technologie ou sans technique médicale avancée, ça aurait pas forcément été la joie tous les jours. Enfin bon, on peut se dire ça parce qu'on connaît notre époque, mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais connue, il n'y a pas de manque qui est créé, donc dans tous les cas, ce raisonnement n'a pas de conclusion. Et donc on pourrait considérer qu'il y a d'abord les folies passagères de la jeunesse, qui vont vite céder place à ce qu'on va appeler du coup les souffrances, c'est-à-dire l'envie, les conflits et la violence de l'adulte avant de finalement se conclure sur l'isolement et l'infirmité de la vieillesse. Et des sentiments similaires réapparaissent ailleurs dans la littérature classique. Par exemple, on a le célèbre monologue de Hamlet qui se demande s'il vaut mieux être ou ne pas être et si c'est plus noble de supporter les flèches et les coups de la vie ou de mettre fin à ses souffrances par la mort. Ce monologue, tu le sais, est peut-être le passage le plus célèbre de toute la littérature anglaise, et il arrive dans l'acte 3 scène 1, c'est-à-dire le moment où Hamlet réfléchit à la possibilité du suicide, seul, face à lui-même, un moment où il est déjà au bord du gouffre psychologique. Parce que pour rappel, son père le roi est mort mystérieusement, le fantôme du roi lui a révélé qu'il a été assassiné par Claudius, l'oncle de Hamlet, qui a ensuite épousé sa mère et pris sa couronne, ce qui est pas très cool. Hamlet a juré de venger son père, mais il n'arrive pas à passer à l'acte, il est paralysé par le doute, l'horreur de la trahison et la peur de se tromper, puis autour de lui, tout le monde le croit fou et il commence lui-même à douter de sa propre lucidité. Donc Hamlet envisage de mettre fin à ses jours et avant ça, il tente de peser le pour et le contre entre l'injustice et la douleur de la vie et le fait de finir et de renoncer à ses responsabilités quant à la vengeance de son père. Mais finalement, il va conclure que beaucoup choisiraient d'échapper aux douleurs du cœur et aux 1000 chocs naturels de l'existence s'il n'y avait pas la peur de ce qui vient après la mort. Et ici certes, tu m'as eu, on n'est pas face à un désir de non-existence pure, mais face à un doute angoissé sur le fait de continuer à vivre contre la souffrance. Toutefois, on met quand même en avant la notion selon laquelle le non-être
pourrait être préférable à la souffrance de la vie. Puis si on s'amuse à encore avancer, les amoureux du pessimisme philosophique connaissent Arthur Schopenhauer, qui affirmait aussi que la vie est tellement remplie de souffrances que la non-existence est préférable. Il soutient dans Le Monde comme volonté comme représentation en 1818 que le vouloir vivre est une force aveugle et insatiable qui condamne l'humanité à une perpétuelle frustration et souffrance, et à nouveau pour lui, le non-être est métaphysiquement supérieur à l'existence douloureuse, sauf pour son chien, qu'il aimait beaucoup. Mais j'aimerais ajouter que Schopenhauer avait aussi des raisons très personnelles de voir le monde comme ça, ou pour aller encore plus loin, de détester le genre humain. Son père s'est ôté la vie quand il avait 18 ans, et sa mère s'était consolée avec divers hommes avant de le déshériter au profit de l'un de ses amants. Enfin bref, c'était pas la fête du slip à la maison. Et après, l'idée a continué à se propager avec des philosophes antinatalistes modernes comme David Benatar, qui soutiennent même que venir au monde est une forme de mal et qu'il vaut mieux ne jamais avoir été. Mais maintenant qu'on a vu que ce désir a traversé les époques pour arriver jusqu'à nous, allumons la deuxième ampoule qui sera consacrée au paradoxe du désir de non-existence. Car ce qui rend le désir de ne pas exister particulièrement troublant, c'est que souvent les personnes qui ressentent cette envie ne veulent pas vraiment mourir au sens propre. Elles peuvent tout à fait continuer à vivre leur quotidien, assumer leurs responsabilités et même craindre la mort réelle. Elles sont, en un sens, prises entre l'instinct de vivre et le souhait de ne plus rien ressentir. Et ça peut être compris à travers le prisme de la psychologie comme une forme de dissonance cognitive où d'un côté, il y a l'élan naturel de survie et les attachements qui maintiennent une personne en vie, et de l'autre, un désir intense d'être en paix que l'on imagine comme le fait de ne plus exister. Puis si on va plus loin et qu'on s'aventure sur le terrain de la psychanalyse classique, certains suggèrent que cette tension est inscrite en nous tous. Freud a théorisé ce qu'il appelle une pulsion de mort, ou encore Thanatos, et oui, comme la personnification de la mort dans la mythologie grecque ou le méchant de God of War, Ghost of Sparta, t'es bien renseigné. Et cette pulsion coexisterait avec nos instincts de vie. Selon Freud, et attention parce que je le cite, mais il faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre non plus, vous êtes prévenus, eh bien toute vie cherche à retourner à un état inorganique. En termes plus simples, une partie de notre psyché aspire à zéro stress, zéro lutte, bref, un retour à la neutralité du non-être. Le plaisir que nous recherchons parfois en déconnectant ou en fuyant la douleur peut être vu comme une manifestation de cette pulsion. Et ce n'est pas fondamentalement la même chose qu'un désir explicite de mettre fin à sa vie, mais c'est plutôt une pulsion innée vers un repos absolu. Les personnes qui éprouvent le désir de ne pas exister ne décrivent pas nécessairement ça comme l'envie de sauter la vie, mais comme le souhait de disparaître magiquement, ou de remonter le temps pour s'effacer sans faire de mal à personne. Et j'insiste, cette distinction est cruciale. En termes cliniques, c'est la différence entre une idéation active et passive. Une intention active signifie élaborer des plans, tandis que l'idéation passive correspond à des pensées du type « j'aimerais ne pas me réveiller » ou à des fantasmes sans aucun plan concret. Cette dernière peut persister pendant des années, comme un désir de fond qui remonte à la surface lorsque la pression de la vie devient trop forte. Mais à ce moment-là, plutôt qu'en parler, on enfouit ces pensées en nous pour une raison assez simple, parce que c'est pas spécialement bien vu de pas vouloir exister. Et c'est très bizarre de le dire comme ça. Ce qui nous amène à la troisième ampoule, qui est dédiée à ce qu'on va appeler le fétiche du néant. Car la société considère généralement la vie comme sacrée et la survie comme primordiale, et j'ai bien dit généralement, ça veut dire qu'il y a des exceptions, je le sais. Ce qui fait qu'admettre ouvertement « je ne veux pas exister » est souvent un tabou. Et comme tout tabou, ça peut paradoxalement rendre la notion de non-existence encore plus attirante. Certains auteurs existentialistes décrivent ce désir comme un fétiche pour l'oubli, c'est-à-dire une idée que l'on idéalise obsessionnellement, tout en sachant qu'elle est inaccessible. Parce que, moment logique ici mais pourtant terriblement essentiel, la non-existence réelle ne peut être ni expérimentée, ni accomplie. Genre, on peut pas être témoin de sa propre absence, et même le dire à nouveau c'est bizarre, et l'impossibilité même de simplement disparaître est en fait un refuge sûr pour une psyché dépassée. Un lieu où on peut s'échapper en rêvant, puisqu'aucune conséquence du monde réel ne peut y interférer. Puis, j'ajouterais que le sociologue et philosophe Zygmunt Bauman a un jour observé que lorsque la société interdit certains échappatoires, on les désire d'autant plus. Ce sont les fruits défendus de l'esprit. Et un déclencheur fréquent du désir de disparaître est la sensation que sa vie est un cycle inévitable de douleur ou de vide. Un ennui, une monotonie ou une solitude intense peuvent créer cette impression étrange que le temps s'est figé. Et ça
c'est notre quatrième ampoule à allumer. Et ici, j'aimerais dire que j'apprécie beaucoup comment le philosophe Martin Heidegger décrivait l'ennui profond comme une expérience où l'on devient brutalement conscient du temps brut et de notre propre existence. Par exemple là, imagine-toi seul dans un endroit silencieux, vide et sans la moindre forme de distraction. C'est à ce moment que le temps va peser lourd, que tu vas soudainement devenir conscient de toi-même et tu verras alors ton existence s'étirer devant toi. Et surtout, le monde semblera indifférent à l'idée même de te fournir un sens. Dans ces moments, comme l'observait Jean-Paul Sartre, on peut être confronté à un vide intérieur terrifiant, ou à ce qu'on appelle une faille dans l'être. Ce sentiment oppressant de temps figé peut amplifier le désespoir. Les jours se confondent alors les uns dans les autres, et l'on peut penser, si la vie n'est que cette même douleur ou ce même engourdissement, en boucle, pour toujours, alors je préférerais ne pas être du tout. Dans un esprit déprimé, une heure peut sembler durer un an, et un an, une éternité invivable. Et pour le dire autrement, un esprit privé de joie finit par fabriquer sa propre souffrance à l'infini. Ce qui est crucial, c'est donc de retenir que cet état mental déforme souvent la perception du temps et de soi, et d'ailleurs les neurosciences nous apprennent que la dépression aplatit le temps, effaçant l'idée d'un futur porteur d'espoir. Et tout ce que l'on perçoit, c'est un présent sans fin, plein de douleur. Et face à l'impossibilité de s'échapper, être est déjà un lourd fardeau et sa propre forme de souffrance. Et tout ce qu'on vient de dire, ça me fait penser qu'à première vue, l'animé Neon Genesis Evangelion semble parler d'adolescents pleurnichards en tenue de latex qui conduisent des robots géants pour fumer des monstres qu'on appelle des anges. Alors qu'au fond, c'est surtout la quête d'un personnage qui lutte contre son désir de ne pas exister. Et qu'est-ce que ça donne un animé écrit par quelqu'un qui soigne sa dépression et sa crise existentielle, puis qui cherche à aller plus en profondeur dans la psychologie des personnages tout en développant une histoire de robots géants sur fond de thèmes philosophiques et existentiels profonds parce qu'après tout pourquoi pas? Eh bien, ça donne l'un des plus grands succès de l'animation japonaise, tant en termes de revenus, avec des milliards de yens gagnés sur une seule licence, que d'influence culturelle, avec notamment une collab avec Gucci. Et spoiler à venir, vous avez un timecode pour skipper. Donc, dans NGE, chaque personnage souffre d'une crise existentielle profonde, notamment Shinji, le personnage basé sur le créateur, où on retrouve vraiment toute la dimension de la non-existence. Et on trouve même plusieurs clins d'œil à ce thème dans tout l'animé, notamment dans l'épisode 16, intitulé « La maladie à la mort », ou en anglais « In Sickness Unto Death », qui est une référence directe à Kierkegaard et son œuvre du même nom, qui aborde les thèmes qu'on a vus jusqu'ici, ou encore dans l'épisode 4, intitulé Le dilemme du hérisson, une référence à Schopenhauer cette fois. Mais bref, ce qui va nous intéresser ici, c'est que pour la faire courte, une organisation cherche à sauver l'humanité à travers un projet nommé Projet d'instrumentalisation de l'humanité, qui a pour objectif de fusionner toutes les âmes et consciences humaines en une seule. Ce projet est évidemment une métaphore de l'évasion ultime, car en effaçant toutes les frontières personnelles et toute conscience individuelle, il n'y aurait plus de douleur, plus d'isolement, en somme, plus d'existence individuelle. Fait intéressant, cela fait écho à certains concepts spirituels. En bouddhisme par exemple, le nirvana est décrit comme l'extinction de toute individualité, rendant toute chose essentiellement une, c'est-à-dire une cessation de la séparation qui met fin à la souffrance. Pour une âme épuisée, cela ressemble à la félicité, car il n'y a plus de moi à blesser. Mais déjà, pourquoi ce moi fait-il si mal à porter? Eh bien parce qu'on n'est jamais vraiment seul avec soi-même finalement. On existe sous le regard de l'autre. Autre avec un A majuscule, attention. L'autre, au sens du psychiatre français Jacques Lacan, ce n'est pas juste les autres gens. C'est ce regard imaginaire qui nous juge en permanence. Et ce grand autre, c'est la société, les parents, la culture, les normes. En gros, tout ce qui nous donne l'impression qu'il y a un tribunal silencieux qui nous regarde être et nous demande « Es-tu assez ?» Et c'est là que le piège se referme. On ne désire jamais seul. Ce qu'on veut est toujours contaminé parce que l'on croit que l'autre attend de nous. On veut être aimé, désiré, validé, mais selon les critères d'un autre qui reste flou et donc impossible à satisfaire. Ainsi, au lieu d'exister librement, on se plie dans l'espoir d'être enfin désirable. De son côté, Shinji ne sait même plus s'il veut piloter l'Eva ou s'il veut juste qu'on l'aime pour l'avoir fait. Il vit sous le poids du désir des autres comme son père, mais il n'a plus accès au sien. Et quand tu ne sais plus ce que tu veux, quand tu doutes de ta valeur, que chaque désir est un risque de honte ou de rejet, le néant devient un tyran. Et donc, la fusion des âmes est surtout une fuite du regard. S'il n'y a plus de subjectivité, plus de jugement et surtout plus d'écart entre moi et les autres, on a la paix, théoriquement en tout cas. Car voilà le piège, en fuyant la souffrance, on fuit aussi tout ce qui rend la vie réelle. Et Shinji, à la fin, doit choisir entre rester dans le néant paisible ou revenir à une existence imparfaite, douloureuse, ok, mais libre. Et il choisit peut-être, pour la première fois, d'exister
Mais ça, on y reviendra. Parce que maintenant, dans la réalité, on est incapable de disparaître vraiment d'un claquement de doigts avec un gant magique ou de fusionner nos âmes. Et donc, beaucoup de personnes recherchent des refuges temporaires qui imitent la non-existence, ce qui sera notre 5e ampoule à allumer. Cela peut prendre des formes de mécanismes d'adaptation malsains, ou ce qu'on pourrait appeler des mini-morts. Par exemple, une personne submergée par la honte ou le chagrin peut dormir excessivement longtemps, essayant ainsi de mettre sa conscience hors tension pour un moment. D'autres se tournent vers les substances, l'alcool ou les drogues qui plongent dans l'oubli, ou encore la suralimentation jusqu'à l'engourdissement. Même certaines habitudes modernes servent ce but. Le fait de regarder compulsivement des séries pendant des jours ou de faire défiler sans fin les réseaux sociaux peut être une manière de se détacher de sa propre réalité. C'est une fuite dans un vide de stimulation où sa douleur personnelle disparaît temporairement. Bref, ces comportements sont de fausses échappatoires qui offrent une distraction à court terme, mais ne s'attaquent jamais au fond du problème. Et ça mène souvent à une boucle d'insatisfaction et d'aliénation. D'ailleurs, dans certaines œuvres littéraires modernes, on retrouve ces idées, comme par exemple dans le roman « Mon année de repos et de détente » d'Otessa Moshfegh, où une femme dépressive essaie de dormir pendant une année entière grâce à des sédatifs, tentant en quelque sorte de passer l'existence en accéléré. Un autre roman « Everything You Ever Wanted » de Louisa Soma met en scène une employée de bureau épuisée qui se porte volontaire pour quitter définitivement la Terre dans le cadre d'un voyage sans retour vers une planète lointaine. Et pourtant, ces récits révèlent une vérité simple, où que l'on aille, on s'y retrouve. On peut pas se fuir, quoi. La protagoniste qui dort une année découvre qu'elle ne peut pas effacer indéfiniment sa tristesse à coups de somnifères. Celle qui fuit vers une autre planète réalise que ses traumatismes et sa solitude intérieure l'accompagnent. En gros, ces histoires reflètent la vie réelle. Nos tentatives d'auto-effacement échouent à apporter un soulagement durable car ce sont des analgésiques émotionnels qui s'estompent, souvent en laissant un vide encore plus profond qui nous laisse dans un cercle vicieux. Alors que pourtant, même chez ceux qui sont au plus profond du désir de non-existence, il peut survenir des éclairs d'espoir. Souvent, ils prennent la forme de moments inattendus d'émerveillement ou de prise de sens, que ce soit en écoutant un morceau de musique, en créant une œuvre, en passant du temps avec un ami. Bref, ce sont des moments qui agissent comme des ancres à la vie, ce qui est ici notre 6e ampoule à allumer. Et la recherche psychologique moderne le confirme. Vivre de ces moments d'émerveillement peut transformer radicalement notre perspective. Quand on est confronté à quelque chose de vaste et de beau comme un ciel étoilé, une symphonie puissante ou simplement un acte de bonté, notre esprit subit une forme d'expansion. C'est dans ces instants d'inspiration ou d'éblouissement qu'on transcende temporairement la prison du soi. L'attention se déplace de « moi et ma douleur » vers un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand. Dacher Keltner a noté que ces expériences nous sortent de nos pensées ordinaires et nous permettent d'accéder à la paix intérieure, souvent en réduisant notre focalisation sur nous-mêmes. En un sens, l'émerveillement offre un goût de mort de l'ego, non pas par une annihilation, mais par une suspension de l'obsession de soi qui rend la vie insupportable. Ça participe à rappeler à quelqu'un pourquoi la vie mérite d'être vécue. Car il reste des merveilles à contempler et des instants de joie et d'amour qui colorent la toile de notre existence. Et oui, c'est super bateau, je sais. Puis aussi, une autre source de sens peut venir de la connexion humaine et de la compréhension. La honte écrasante qui alimente souvent le désir de disparaître peut être soulagée quand on réalise que d'autres ressentent la même chose, ou quand sa vulnérabilité est accueillie avec compassion. Le grand autre de la société dont on a parlé pousse souvent à se cacher, c'est vrai. Mais lorsqu'une personne au fond du trou prend le risque de s'ouvrir, le résultat peut être à l'opposé de ce qu'elle craint. Elle peut découvrir que ses amis, voire des inconnus, ne lui disent pas « tu as raison, tu ne devrais pas exister », mais plutôt qu'ils compatissent. Et c'est pas une guérison magique, on est d'accord, et pas nié à ce point, le désir peut persister, mais il est désormais accompagné d'une contre-mélodie d'espoir ou de valeur. Donc au fond, faire face au désir de ne pas exister ne revient pas à découvrir soudainement une soif de vivre, ni à bannir toutes les pensées sombres. C'est plutôt une décision silencieuse, peut-être même un peu défiante, de continuer malgré tout. Et c'est enfin la dernière ampoule allumée. N'oublions pas que la non-existence finira par nous atteindre tous, et qu'il n'y a pas besoin de s'y précipiter. À la place, on peut choisir de considérer la vie comme une opportunité limitée dans le temps pour chercher tout ce qui pourrait la rendre belle ou significative. Cette perspective fait bien sûr écho à la philosophie de Camus, dont on avait déjà parlé, et de l'absurdisme et le fait de se révolter dans un monde sans aucun sens. Tout ça afin de s'en créer un. Ou encore à Viktor Frankl, dont on avait aussi déjà parlé. Qui, pour résumer, a trouvé à travers ses expériences de vie que le sens peut surgir à travers des petits actes de création et d'amour, même au cœur de grandes douleurs. En des termes plus simples, on pourrait dire « je reste » pour les petites choses. Puis surtout, en acceptant qu'une partie de soi souhaite disparaître, on en diminue paradoxalement le pouvoir. Et ça devient une émotion parmi d'autres. Et non plus un secret honteux
ou une fatalité unique. Car c'est en comprenant et en acceptant son propre désir qu'on peut dépasser la honte et recommencer à chercher du sens. Le désir de ne pas exister est une plainte existentielle qui cherche à se comprendre. Et cette compréhension nourrit la compassion. Lorsqu'on reconnaît que vivre et ne pas vouloir vivre peuvent coexister dans un même cœur, on devient mieux armé pour s'aider soi-même et pour aider les autres. Le but, c'est évidemment de ne pas glorifier la non-existence, mais de découvrir doucement ce que ce désir nous dit et d'y répondre dans le monde des vivants. Car ceux qui portent ce désir ne doivent jamais être rendus coupables ou laissés seuls. N'oublions pas que même la plus faible des lumières, comme une note de musique, un mot bienveillant, un instant d'émerveillement, peut suffire à justifier le fait de rester un jour de plus. Et jour après jour, ces faibles lumières peuvent mener à de nouvelles raisons d'exister. L'esprit humain, après tout, peut endurer une obscurité immense s'il garde ne serait-ce qu'une étincelle de sens. En affrontant le désir du néant avec une réflexion honnête et de l'empathie, on affirme que l'histoire de la vie, si douloureuse soit-elle, reste ouverte et que de nouveaux chapitres peuvent encore apporter une grâce inattendue. En s'acceptant, en allant plus loin que le grand autre et en acceptant la douleur, on peut potentiellement arriver à un compromis avec soi-même, se redécouvrir et enfin aller au-delà du désir de ne plus exister. Salut! Et juste avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien en description afin de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost VPN. Essaye-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.